La radiographie constitue bien évidemment le bilan iconographique de base de l'épaule. Pour commencer, voici tout d'abord à quoi doit ressembler une radiographie standard de face normale. Nous pouvons voir ici la tête humérale en face de la glène de l'omoplate. L'interligne articulaire est régulière et homogène. Il n'y a pas d'ascension de la tête humérale puisque le cintre homo-huméral est régulier et dessine un arc de cercle. Au-dessus, il n'y a pas non plus de pincement de l'espace sous-acromial, ce qui confirme l'absence d'ascension de la tête humérale. Sur cette tête humérale, nous pouvons voir le tubercule majeur, zone d'insertion du supra et de l'infraépineux, le tubercule mineur, qui correspond à l'insertion du sous-scapulaire. Par superposition, ici, l'apophyse coracoïde, qui sert d'insertion au tendon conjoint et qui permettra de réaliser, en cas d'instabilité d'épaule, une butée coracoïdienne. Au-dessus, la clavicule, qui se prolonge à la partie externe par l'articulation acromioclaviculaire. On voit ensuite l'acromion qui repart en arrière puis se prolonge en dedans par l'épine de l'omoplate. Le profil d'omoplate, dit profil de Lamy, est un cliché qui enfile l'écaille de l'omoplate avec l'axe de la partie haut de la diaphyse humérale et de la tête humérale. Celui-ci permet de bien dégager la fosse supraépineuse, zone d'insertion du muscle supraépineux qui continue sa course par son tendon et vient s'insérer au-delà de la tête humérale sur le tubercule majeur. Cette fosse supraépineuse est séparée par l'épine de l'omoplate de la fosse infraépineuse, zone d'insertion du muscle infraépineux, qui vient se terminer au niveau de la partie postérieure du tubercule majeur. On peut également voir en avant l'apophyse coracoïde. Plus en haut et en arrière, on retrouve l'acromion, qui est le prolongement de l'épine de l'omoplate. Cet acromion se termine au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Si on poursuit en dedans, on retrouve ainsi le relief de la clavicule. Ces radiographies nous permettent évidemment de dépister certaines pathologies, à commencer ici par une calcification des tendons de la coiffe des rotateurs. Cette calcification intéresse ici le tendon du supraépineux. On peut voir qu'elle comble bien l'espace sous-acromial. Elle est visible sur un cliché de face en rotation neutre. Les calcifications du sous-scapulaire seront quant à elles visibles en rotation externe. Les calcifications de l'infraépineux seront démasquées sur les clichés en rotation interne. Il est plus aisé de les démasquer sur les clichés de profil dit de Lamy. On voit alors ici bien la calcification du supraépineux localisée dans la fosse supraépineuse. Les calcifications de l'infraépineuse seront localisées dans la fosse infraépineuse, celles du sous-scapulaire, en avant de l'omoplate, sous la coracoïde. Les radiographies permettent aussi d'évaluer le centrage de la tête humérale. On voit ici une franche excentration de la tête humérale, signant une rupture évoluée de la coiffe des rotateurs. On voit alors qu'il existe une perte du cintre homo-huméral. Plus au-dessus, il existe un franc pincement de l'espace sous-acromial. Cette ascension de la tête humérale est déjà bien ancienne, puisqu'une acétabilisation de la partie inférieure de l'acromion est déjà bien visible. Lorsque les lésions de l'homarthrose excentrée évoluent, on retrouve également ce pincement de l'espace sous-acromial. Il existe en plus dans ce cas un franc pincement de l'interligne homo-humérale. Il est également possible de visualiser des homarthroses dites centrées, c'est-à-dire sans ascension de la tête humérale. On voit alors ici un pincement très important de l'interligne articulaire avec une condensation de l'os sous-chondral. Il existe également des ostéophytes au niveau du col de l'humérus ainsi qu'à la partie inférieure du col de l'omoplate. Au même titre que la radiographie, l'échographie est un excellent examen de débrouillage. Il permet de dépister quant à lui des lésions des parties molles. On pourra ainsi, selon les cas, dépister une lésion de la coiffe des rotateurs, une bursite sous-acromiale ou encore une ténosynovite du biceps. Il pourra aussi retrouver des signes d'inflammation en regard de l'articulation acromioclaviculaire. Si cet examen est intéressant, il n'en est pas moins opérateur dépendant. Ainsi, les images transmises avec les résultats de l'examen ne pourront remplacer le compte-rendu de votre radiologue. L'arthroscanner permet de compléter le bilan de débrouillage. Il permet en effet de compléter le bilan d'une lésion de la coiffe des rotateurs. Il apprécie une éventuelle lésion capsulo-labrale ou osseuse en cas d'instabilité. Il permet enfin de faire un bilan cartilagineux précis. L'injection intra-articulaire de produits de contraste permet alors de réaliser un moulage permettant de préciser au mieux les lésions. Les trois plans seront successivement analysés.
En partant sur ces coupes frontales, depuis la partie antérieure de l'articulation, nous voyons la partie externe de la clavicule, juste au-dessous la partie antérieure de la glène. En cheminant vers l'arrière, le produit de contraste en blanc commence à apparaître. Nous voyons alors très bien la tête humérale apparaître et notamment la gouttière du long biceps avec le tendon. Plus en arrière, on retrouve ce tendon du long biceps qui est moulé par le produit de contraste, le tubercule majeur. On arrive alors sur l'articulation proprement dite. On retrouve le cartilage articulaire de la tête humérale avec ce fin liseré noir régulier, il ne présente ici pas de lésion. La partie supérieure du labrum qui est saine. Du côté glénoïdien, le cartilage articulaire est également régulier et ne présente pas de lésion. Au-dessus, on devine le relief du supraépineux, il n'y a pas d'issue de produit de contraste en blanc, il n'y a donc pas de lésion de la face profonde de ce dernier. En poursuivant en arrière, nous retrouvons l'articulation acromioclaviculaire qui ne présente pas de pincement ni d'ostéophyte. On prolonge sur la partie postérieure du supraépineux qui laisse sa place progressivement à l'infraépineux. Il n'y a toujours pas d'issue de produit de contraste, il n'y a donc pas de lésion de la partie profonde du supra et de l'infraépineux. Sur les coupes axiales, en partant de la partie supérieure, nous retrouvons bien le corps du tendon du supraépineux qui se continue par son tendon. On voit alors la tête humérale progressivement se dessiner. On voit alors le contour du cartilage articulaire de la tête humérale qui est régulier. En avant, l'apophyse coracoïde apparaît. En continuant, nous retrouvons progressivement le tendon bicipital qui se poursuit vers le sommet de sa gouttière. Dans le même temps, nous voyons apparaître à la partie postérieure de la tête humérale le tendon de l'infraépineux. Le tendon du long biceps est maintenant dans la partie haute de sa gouttière. Il est régulier, de même que le tendon de l'infraépineux, il n'y a pas de lésion de ce dernier à sa face profonde. Le cartilage articulaire de la tête humérale est régulier et sain, de même que le cartilage glénoïdien. En poursuivant vers le bas, nous voyons alors apparaître le tendon du sous-scapulaire qui ne présente pas non plus de lésion. Celui-ci se prolonge vers la fosse sous-scapulaire. En poursuivant vers le bas, nous pouvons alors voir toujours le cartilage glénoïdien qui se poursuit en avant vers le labrum. Il n'y a pas de décollement de ce dernier, comme c'est parfois le cas en cas d'instabilité antérieure récidivante. L'examen se termine par l'évaluation des coupes frontales. En partant de la partie externe, nous retrouvons le tubercule majeur. On voit progressivement le cartilage articulaire de la tête humérale se dessiner. En continuant, nous retrouvons à la partie antérieure la gouttière du long biceps avec le produit de contraste moulant le tendon. Le tendon du biceps est bien visualisé ici. Nous poursuivons l'examen. On voit alors le biceps dans sa partie horizontale, l'acromion au-dessus de l'espace sous-acromial. En continuant, nous voyons la clavicule se dessiner et plus en avant, l'apophyse coracoïde. Nous sommes maintenant en avant et en dedans du long biceps. Il s'agit ici du tubercule mineur, zone d'insertion du sous-scapulaire. Ici, la partie haute du tendon du sous-scapulaire et le produit de contraste qui s'arrête à ce niveau. Il n'y a donc pas de lésion de ce tendon. Le biceps continue sa course et vient progressivement s'insérer sur la partie haute de la glène. On voit ainsi très bien apparaître la glène et en haut en avant l'apophyse coracoïde. Plus en arrière, nous retrouvons bien le corps musculaire du supraépineux, le corps musculaire de l'infraépineux et plus bas celui du petit rond. Le corps musculaire du sous-scapulaire se dessine également progressivement en avant. Intéressons-nous maintenant à certaines situations pathologiques. En partant depuis la partie antérieure de l'épaule, ces coupes frontales laissent apparaître progressivement la tête humérale. Les rebords sont irréguliers. Nous voyons des géodes, signe d'une souffrance chronique de l'épaule. Juste en arrière, la gouttière du biceps. Nous voyons progressivement se dessiner le tendon du supraépineux qui est irrégulier avec un franc passage du produit de contraste au-dessus de ce dernier. Le tubercule majeur dans sa partie antérieure est dénudé, il n'y a plus d'insertion tendineuse du supraépineux sur le trochiter. Le cartilage reste préservé, même s'il est irrégulier. On voit apparaître à la partie inférieure un ostéophyte. En partant vers la partie postérieure, nous retrouvons cette franche lésion du tendon du supraépineux qui reste irrégulier et rétracté en regard du sommet de la tête humérale. Le cartilage articulaire de la tête humérale est régulier. Celui de la glène est aminci et lésé dans sa partie haute.
Cette lésion est également retrouvée plus en arrière. Au niveau de la surface articulaire glénoïdienne, nous retrouvons alors quelques ulcérations cartilagineuses avec issue du produit de contraste. En continuant toujours vers l'arrière, nous retrouvons un moignon tendineux ici du tendon de l'infraépineux. À la partie toute postérieure de l'épaule, nous retrouvons finalement ce tendon de l'infraépineux en continuité. Malgré tout, quelques fissurations intratendineuses sont toujours perceptibles, comme en témoigne la présence de produits de contraste au sein du tendon. Au final, il s'agit ici d'une lésion transfixiante du supraépineux avec extension à l'infraépineux. Le caractère transfixiant est affirmé par le passage de produits de contraste dans l'espace sous-acromial. Cette atteinte dégénérative se manifeste sur le versant articulaire par l'apparition de quelques lésions cartilagineuses. Nous pouvons maintenant analyser ces lésions dans le plan axial. En partant depuis le haut, nous retrouvons l'articulation acromioclaviculaire. Nous voyons rapidement apparaître la tête humérale avec à sa partie postérieure le tendon de l'infraépineux qui est rompu dans sa partie antérieure. En arrière de la tête humérale, le produit de contraste montre la rupture du supraépineux. La lésion du supraépineux est retrouvée plus en bas et à la partie postérieure, nous retrouvons la partie saine du tendon de l'infraépineux. Il faudra descendre au-dessous de l'apophyse coracoïde pour analyser le tendon du sous-scapulaire qui, dans ce cas, ne présente pas de lésion significative. On analyse évidemment le cartilage articulaire de la tête humérale et de la glène. Les quelques ulcérations cartilagineuses décrites précédemment sont retrouvées également dans ce plan. L'analyse de cet arthroscanner se termine par les coupes sagittales. En partant depuis la partie externe, on retrouve d'emblée la lésion du supraépineux au niveau du tubercule majeur. Le sous-épineux est également lésé dans sa partie antérieure. On retrouve une fissuration intratendineuse à deux niveaux au niveau de ce tendon. On retrouve également les lésions cartilagineuses au niveau de la tête humérale. À la partie la plus médiale, on retrouve le tendon du supraépineux. Les acquisitions en fenêtre de parties molles sont particulièrement intéressantes pour analyser le muscle. Il faut pour cela retrouver sur les coupes sagittales la coupe en Y définie par la base de la coracoïde, l'épine de l'omoplate et l'écaille de l'omoplate. On voit ici une importante amyotrophie et une involution graisseuse du supraépineux qui devrait normalement combler l'ensemble de la fosse supraépineuse. Au-dessous et en arrière, il existe également une importante involution graisseuse de l'infraépineux. En revanche, dessous, le petit rond est préservé. En avant, il n'y a pas d'atteinte musculaire du sous-scapulaire. Voici ici un autre exemple d'atteinte dégénérative de l'épaule. On retrouve d'emblée une atteinte de la partie haute du cartilage articulaire avec une géode au niveau du tubercule majeur, signant une souffrance chronique de cette épaule. Le supraépineux est décollé dans sa partie profonde. Seule une fine lame tendineuse tient encore à la partie superficielle. On retrouve ici une bursite exubérante refoulant le deltoïde à la partie externe du tubercule majeur. L'interligne articulaire est nettement pincée. On retrouve également quelques géodes sur le tubercule majeur. Sur les coupes axiales, nous retrouvons le pincement articulaire, les géodes, la bursite à la face latérale du tubercule majeur. Il s'agit ici donc d'un cas d'omarthrose centrée avec atteinte de la partie profonde de la coiffe des rotateurs. Voici un dernier cas d'omarthrose. On retrouve ici une tête humérale nettement ascensionnée au contact de l'acromion avec une atteinte de son cartilage. Il existe une importante lésion du supraépineux qu'on le retrouve uniquement au niveau de sa fosse supraépineuse. Au-dessus de la tête humérale, il n'y a plus de tendon, celui-ci est rétracté à la glène. Sur les coupes sagittales, nous retrouvons également une tête humérale au contact avec l'acromion, avec une ossification du ligament coraco-acromial. Le cartilage est particulièrement lésé. Enfin, les coupes axiales nous montrent une tête humérale positionnée en avant de l'acromion. Il s'agit ici d'un patient ayant une épaule pseudo-paralytique avec fuite en avant et en haut de la tête humérale et présentant une omarthrose excentrée. L'arthroscanner est également un examen particulièrement intéressant pour l'analyse des lésions de passage en cas d'instabilité d'épaule. Sur cette épaule d'un patient ayant présenté de multiples récidives d'instabilité antérieure, on retrouve d'emblée à la partie haute une encoche à la partie postéro-supérieure de la tête humérale. En poursuivant vers le bas, on retrouve un cartilage régulier, homogène, le bourrelet à la partie postérieure est sain et continu, de même qu'à la partie antérieure et supérieure. En revanche, on retrouve une lésion de surbourrelet à la partie inférieure. Dans cet autre cas, nous retrouvons également des lésions à la partie antéro-inférieure du bourrelet. Il existe également une ulcération cartilagineuse. Ce dernier cas montre quant à lui des séquelles de fracture de la partie antérieure de la glène.
L'IRM est un excellent examen pour visualiser les parties molles. Il sera particulièrement intéressant pour diagnostiquer une lésion interstitielle ou une lésion de la partie superficielle de la coiffe des rotateurs pour lesquelles l'arthroscanner peut rester en défaut. Il faudra pour cela privilégier les séquences en T2 FATSAT avec saturation du signal de la graisse. Il s'agit également d'un très bon examen pour visualiser les signes d'inflammation, notamment au niveau de l'articulation acromioclaviculaire ainsi qu'au niveau de la bourse sous-acromiale. Sur ces coupes frontales, en partant depuis la partie antérieure de l'épaule vers la partie postérieure, nous allons pouvoir visualiser la longue portion du biceps, juste en arrière du tubercule mineur. La glène prend forme en face de la tête humérale. Au-dessus, nous allons retrouver progressivement le tendon du supraépineux qui se situe dans l'espace sous-acromial. On retrouve la partie externe de la clavicule. Elle fait face à l'acromion pour dessiner l'articulation acromioclaviculaire. Le tendon de l'infraépineux va progressivement vers l'arrière remplacer le supraépineux. Les fibres tendineuses et musculaires de l'infraépineux sont alors bien visualisées à la partie postérieure de la tête humérale. Sur les coupes sagittales, nous voyons progressivement se dessiner la tête humérale. En allant de plus en plus en dedans, nous allons retrouver progressivement la longue portion du biceps qui est dans l'articulation. Plus en arrière, le tendon du supraépineux au-dessous de l'acromion. Plus en dedans, la tête humérale laisse sa place à la glène, les tendons se transforment progressivement en muscles. On retrouve alors au-dessus le supraépineux, en arrière l'infraépineux, le petit rond, et sous l'apophyse coracoïde, le muscle et le tendon du sous-scapulaire. Nous pouvons terminer par les coupes axiales. En partant de la partie supérieure, nous voyons premièrement se dessiner l'articulation acromioclaviculaire avec la clavicule en dedans et l'acromion en dehors. Au-dessous, nous voyons le muscle du supraépineux. En périphérie, le deltoïde. La terminaison du supraépineux laisse progressivement place à la tête humérale. En poursuivant vers le bas, nous retrouvons l'insertion de l'infraépineux, en avant l'insertion du sous-scapulaire, juste en avant de la gouttière du long biceps. Tout comme l'arthroscanner, l'IRM permettra de bien faire le bilan d'une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs. Sur les coupes frontales de cette patiente, on retrouve ainsi en arrière du long biceps une lésion de la partie profonde du supraépineux, puis cette lésion transfixiante. En cas de suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, deux cas de figure sont particulièrement intéressants pour la réalisation d'une IRM. C'est le cas pour ce patient qui présente une lésion interstitielle ou intratendineuse de la coiffe des rotateurs. Il conserve toujours un feuillet profond qui empêche le produit de contraste de passer lors de la réalisation d'un arthroscanner. Le deuxième cas de figure concerne les lésions de la face superficielle. On voit par exemple ici chez ce patient une inflammation en regard de l'articulation acromioclaviculaire, mais également au niveau de la face superficielle de la coiffe des rotateurs. En revenant vers l'avant de l'épaule, on retrouve une ulcération de la partie superficielle du supraépineux qui n'aurait pas pu être visualisée sur un arthroscanner. En conclusion, l'arthroscanner reste un excellent examen pour le bilan des lésions transfixiantes de la coiffe des rotateurs. Il sera plus performant pour les lésions de la face profonde qui restent les plus fréquentes. En cas de lésions interstitielles ou superficielles, l'IRM sera plus performant.